Christian, le constat est clair. Le Congo va mal, très mal. Et dans l'aspect où le Congo va mal, il y a cet aspect de l'injustice au Congo, de cette justice qui fonctionne à deux vitesses, faisant apparaître comme des Congolais et des Sud-Congolais. Au gouvernement, je dois d'abord leur dire, ils ont changé la Constitution en 2015, non pas pour faire évoluer les institutions, mais pour maintenir le président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est démontré à travers tous les débats qu'il y a dans le monde entier que c'est un coup d'État constitutionnel. Il faut que nous revenions à l'ordre constitutionnel. Maintenant, s'agissant de la justice, on ne peut pas avoir une justice à deux vitesses. Nous sommes tous égaux devant la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, même pas le président de la République. Et au Congo, il faut que les magistrats, la justice, prennent conscience que c'est un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, qu'ils fassent leur travail et la population soutiendra cette justice. En tout cas, les Congolais vivent très mal aujourd'hui le fait que la justice soit à deux vitesses et tous les événements que nous vivons maintenant, il faut que ça s'arrête et qu'on mette le pays sur les rails. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à TELAC TV R7. Avec moi sur ce plateau, Clément Mirassa, président du PSDC, un parti politique de l'opposition au Congo-Brazzaville, ancien ministre congolais du développement industriel, ancien ministre du commerce. Clément Mirassa, avec qui nous allons tenter de décrypter l'actualité brûlante du Congo-Brazzaville, notamment l'interprétation politique qu'il fait des événements qui défraient la chronique. Voici bientôt plus de 2 semaines, notamment le procès des 16 mineurs du lycée 5 février 1979 pour acte d'incivisme et l'ouverture d'une enquête en flagrance pour outrage à magistrat contre le capitaine de police Omwanga Ariston Stéphano. Bonjour Clément. Merci bien, Christian. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec toi. Merci Clément de votre disponibilité pour cette interview. 17 mineurs, comme vous le savez, du lycée technique 5 février 1979 sont inculpés pour dégradation d'un objet d'utilité ou de décoration publique. Le procès s'est ouvert mardi 20 février dernier devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de Brazzaville. Votre première lecture politique de cet événement, d'abord sur l'acte posé par ces mineurs, ensuite le procès, dont la procédure, curieusement, est allée très vite. Merci, Christian. Je serai d'ailleurs très bref. Il y a une phrase que les Congolais doivent toujours avoir dans l'esprit. Elle est du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le 23 mars, je crois, 2023. Le ver est dans le fruit. Il nous faut le détruire. Pas seulement dans le secteur de la justice, mais dans tous les secteurs d'État. Et moi, je dis, je crois que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça veut dire que le pays va mal, très mal. Et on le ressent au niveau de la jeunesse. Mais je l'ai plus ressenti lorsqu'il y a eu l'inculpation des jeunes. Christian, pourquoi? Parce que le procureur de la République dit... Depuis quasiment 2 semaines, circule sur les réseaux sociaux une vidéo faisant état de ce que certains élèves du lycée technique 5 février 1979 se sont délibérément permis d'arracher le drapeau national sur le mât et de le faire remplacer par le leur. Pendant près de 2 semaines. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu un temps entre... Et la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux parce que les enfants, les jeunes, ont bien voulu la faire circuler sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que Oui, si ne probablement l'avait qu'on y pas... reviendra parce que, évidemment, la justice, le tribunal, en fait, le procureur qui les a reçus parle d'une flagrance. Mais bon, on n'est pas avocat non plus. On continue avec notre interprétation politique. Certainement, les avocats viendront nous expliquer pourquoi il y a flagrance dans cet acte posé par des élèves. Donc, vous disiez que ça circulait pendant 2 semaines. Donc,
En réalité, les gens ont eu le temps de regarder ça. Et même le ministère n'a été informé que lorsque la vidéo était devenue virale. C'est ça. C'est la preuve que le pays va mal. Comment un fait comme ça peut se passer dans un établissement où il y a une administration, où il y a un proviseur, je suppose qu'il y a un directeur des études, je suppose qu'il y a des professeurs, et les autorités, notamment ces services de renseignement, ne s'en rendent compte que 2 semaines après, parce qu'une vidéo a circulé. La question qu'on peut se poser, il y a combien d'événements et de faits de ce genre qui se déroulent dans chacun de nos établissements ou bien dans chacune de nos villes, dans chaque quartier, etc. C'est une situation extrêmement préoccupante qui attire l'attention des gouvernants. Maintenant, s'agissant de l'autre commentaire que je vais faire, Christian, on a déclaré l'année 2024 année de la jeunesse. Encore que je ne sais pas pourquoi on a déclaré année 2024 année de la jeunesse. Parce que vous savez que la population du Congo est à 76% jeune. Et vous savez que nous sommes en train d'exécuter une société de projet selon lequel, ensemble, poursuivons la marche, entendu, marche vers le développement. Ça veut dire que chaque jour que nous travaillons pour le développement, en fait, nous travaillons pour cette jeunesse. En fait, déclarer l'année 2024 année de la jeunesse, c'est le constat d'un échec des politiques qui ont été mises en place et qui n'ont pas été en mesure de régler le problème de la jeunesse. Et j'attire l'attention, Christian, parce que le fait du lycée du 5 février 1979 se déroule après la tenue des États généraux de l'éducation. Et je pense que ces États généraux ont dû se pencher ou devraient se pencher sur la situation non seulement de l'éducation, mais de la jeunesse. Mais, Christian, nous connaissons le pays. Il y a les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de phénomènes, de faits qui se déroulent. Parmi ces faits, on peut évoquer un certain nombre de questions. Vous avez la situation des 14 000 milliards. Pourquoi j'insiste sur les 14 000 milliards? Parce que ces excédents budgétaires devaient être déposés dans un fonds de stabilisation pour les générations futures, c'est-à-dire pour assurer le bien-vivre des jeunes, s'occuper de leurs études, de leur santé, de leur éducation. Et quel est le constat que nous faisons? Mais je ne m'arrêtais pas là, Christian. Il y a une injustice qui est terriblement flagrante. Lorsqu'on parle, par exemple, du FIGA et que de l'argent y a été détourné, semble-t-il, selon la procédure de flagrance, qu'est-ce qui en est suivi? Il ne s'est absolument rien passé. Les responsables circulent librement, font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas du tout sanctionnés. Je peux faire allusion à ce qui nous intéresse, nous les retraités. Mais en termes de mentalité, c'est quand même extrêmement grave. On a parlé quand même d'un détournement de 9 milliards de francs CFA des pensions de novembre et décembre 2016 et que l'affaire est en justice. Depuis, elle n'a pas été jugée. Et on peut continuer comme ça. On peut parler des 5 500 milliards planqués dans les... Donc, nous sommes dans une situation aujourd'hui. Non seulement il y a la mondialisation, mais il y a les jeunes qui sont accrochés aux réseaux sociaux, qui sont informés d'un certain nombre de faits, d'événements qui se déroulent dans le pays et qui font apparaître clairement que le pays a des problèmes, que ça ne marche pas, qu'on a une justice à 2 vitesses, qu'on a, je crois que vous avez suivi les déclarations des jeunes qui se plaignent un peu de ce que l'on appelle le népotisme. Regardez lorsqu'il y a eu les législatives, ce qu'ils ont considéré comme le favoritisme pour les enfants des responsables qui ont été pratiquement positionnés comme députés et autres, etc. Donc, il y a un certain nombre de faits. Et on a déclaré l'année 2024, année de la jeunesse. Il faut se pencher Oui, bien sérieusement sur évidemment, cette puisque vous parlez déjà de l'année 2024 et de la jeunesse, vous avez même rappelé qu'il y a eu les états généraux de l'éducation. Et curieusement, au sortir de là, on apprend que finalement, les enseignants sont en grève. Et le gouvernement ne veut pas régler leurs problèmes. Et ça a commencé depuis longtemps. Ils ont commencé ces négociations. Ça fait aujourd'hui pratiquement des années. C'est très curieux de parler d'une année de la jeunesse et pendant que les enseignants sont en grève. De quelle jeunesse on parle concrètement? Christian, je fais un commentaire rapide. Lorsque le président a fait l'annonce
de ce que l'année 2024 était dédiée à la jeunesse. Quelques jours après, le ministre de la Jeunesse, chargé de la jeunesse, a annoncé les axes de travail. Et après, il y a une évaluation qui a été faite. J'ai été surpris d'apprendre que le coût était évalué à 167 milliards de francs CFA. Ça m'a donné de la chair de poule. Pourquoi, Christian? Mais parce qu'on se bat au Congo, parce qu'au niveau préscolaire, primaire, secondaire et autres, il a été constaté un déficit de près de 20 000 enseignants depuis plusieurs années. Déficit de 20 000 enseignants. Et vous aimez répéter ce que, semble-t-il, un sage chinois a dit, à savoir que lorsqu'on veut détruire un pays, on commence par détruire l'éducation. Est-ce qu'il est normal qu'en déclarant l'année 2024, année de la jeunesse, on puisse être en mesure de trouver 167 milliards de francs CFA pour régler ces problèmes, après que le budget ait été adopté, alors que depuis plus d'une dizaine d'années, on crie fort qu'il y a un déficit de 20 000 enseignants et que ce problème n'est pas réglé. Et quand vous parlez de la grève Je voudrais qu'on reste un instant à ce niveau parce que c'est très important. On parle aussi de la jeunesse. Lorsqu'on parle du déficit de 20 000 enseignants, dans le même temps, il y a ce qu'on appelle d'enseignants vacataires qui sont en fonction. D'autres sont à leur 20e année de fonction que l'État congolais, le gouvernement congolais, n'a jamais régularisé. Je pense que c'est aussi là une mauvaise foi, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a une volonté de travailler, et souvent, ils sont payés c'est ce qu'on nous a dit, soit à 35 000 francs le mois. Quand les parents trouvaient de l'argent, quand il n'y a pas d'argent, il n'y a rien pour eux. Mais Christian, tu me fais sourire, tu parles des bénévoles. Dans ce milieu, on parle des bénévoles, des volontaires, etc. Il y a tous les qualificatifs. Mais en plus, il y a un phénomène qu'il ne faut pas oublier. Il y a des jeunes qui sont formés dans les écoles de formation, des instituteurs à l'école normale supérieure, etc., qui, après leur formation, ne sont pas recrutés. C'est pour ça que je me dis qu'il faut que les gouvernants expliquent. C'est bien qu'on décrète l'année 2024, année Oui, de la mais jeunesse. Clément, pardon, nous sommes encore sur la jeunesse, c'est très important. Vous avez dit des jeunes qui sont formés dans les écoles de formation Oui, les professionnelle, qui ne instituteurs, sont pas recrutés, mais il y a un syndicaliste qui nous disait que finalement, lorsqu'il y a des quotas comment on appelle ça, de recrutement, ce que fait le gouvernement ou ses ministères, le ministère en charge, c'est d'aller recruter les parents qui n'ont jamais fait enseignement, donc qui ne sont pas des enseignants. On les recrute, on les place dans les écoles et ils vont s'occuper donc de toutes les tâches bureautiques, secrétariat et autres. Et 2 ans après, on les envoie dans d'autres services comme la douane et d'autres services fiscaux. Voilà. En fait, c'est devenu un circuit mafieux de recrutement des parents qui passent une année, 2 ans dans une école comme secrétaire et autres. Et il y a des écoles où on se retrouve parfois avec 5, 6, 7 secrétaires. 2 ans après, ces secrétaires disparaissent, se retrouvent finalement ailleurs. Mais Christian, tu ne vis pas au Congo. Il faut connaître les réalités du Congo. Non, mais c'est surprenant Je d'apprendre une chose comme connais un ça. cas, je connais un cas que je vais citer. Un jeune qui était sorti infirmier et qui était venu me voir parce qu'après sa formation, il n'a pas été recruté. Et je suis allé au ministère de la Santé, à l'époque, c'est le défunt Damas Bozongo, qui était directeur général de la Santé, et je suis allé le voir pour voir comment on pouvait régler ce problème. Ce qu'il m'a dit, Christian, mais j'en suis complètement abasourdi. Il me sort des documents pour me dire, Monsieur le ministre, on vient de procéder à un recrutement dans le quota de la santé. Et je peux vous dire que dans le quota de la santé, il y a des conducteurs des travaux publics qui ont été recrutés. Qu'est-ce que je vais en faire en tant que directeur général de la santé? C'était pour m'expliquer que le cas pour lequel je venais le voir ne pouvait pas être résolu, puisqu'il y a, bon, on me dira que c'est un Congolais qui a été recruté, mais il manque la rigueur. Il manque la rigueur dans ces recrutements. Et j'aime bien rappeler ce que le président Sassou a dit, à savoir que l'État tire sa force des rigueurs de la loi. Mais il n'y a pas de rigueur à ce niveau-là. Et je crois qu'il faut veiller à ça. Il n'est pas normal
notamment pour les enseignants. Les jeunes qui sortent des écoles d'enseignement, des écoles de formation des enseignants, devraient être prioritairement recrutés parce que le système de l'éducation souffre pleinement d'un déficit de cadres et il faut absolument recruter les cadres. Ce n'est pas la PC, c'est ce que j'ai vécu comme expérience. Si ça se propage dans toute la fonction publique, ben c'est alors très grave. Vous avez des quotas et Oui, mais c'est après, très grave, Clément Mirassa. J'ai abordé cet aspect de choses parce que, évidemment, comme je l'ai dit, des secrétaires qui sont embauchés en qualité d'enseignants 2 ans, une année après ou 2 ans après, et ils sont affectés ailleurs dans d'autres services, je l'ai dit tout à l'heure, douane, impôts, etc. Tout ça, c'est un manque de sérieux, comme vous êtes en train de le dire, et c'est là où on se pose la question si la République en tant que telle existe encore au Congo-Brazzaville. Je pose cette question parce que finalement, on revient sur ces mineurs qui ont été présentés devant le parquet, à qui on reproche un acte d'incivisme et qui sont actuellement en prison. C'est pour poser la question de savoir si réellement le droit, la République, est-ce que la République du Congo existe? Christian, il faut distinguer plusieurs choses. Les actes inciviques existent et il faut qu'ils soient sanctionnés. Dans le cas que tu évoques sur les 16 ou les 17 jeunes, il y a beaucoup de questions qui se posent. Y a-t-il une administration dans cet établissement, oui ou non? Je suppose que lorsqu'on ouvre les portes de l'établissement, il y a une administration qui s'installe. Comment cela a pu se passer? Où se trouvait le proviseur, le directeur des études, etc., lorsque tout ça est fait? Comment ça se fait que c'est pratiquement 2 semaines après que l'on s'en rend compte parce que les jeunes eux-mêmes ont fait circuler les vidéos? Non, je dis qu'il faut véritablement établir correctement les responsabilités. Sans complaisance. Il faut établir les responsabilités, prendre les sanctions sans complaisance, à quelque niveau que ce soit, pour que l'on essaye d'avancer. À L'impunité, vous commencer voyez, par le ministère, bien entendu, le ministre lui-même. à quelque niveau que ce soit, il faut que les responsabilités soient établies. Pour moi, le problème ne se pose pas simplement en prenant les 16 jeunes, en les amenant à la maison d'arrêt, Oui, mais etc. moi, Il faut correctement je parle du établir les... ministre, Clément, je parle du ministre parce que tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous l'avez rappelé, même le ministère n'a été informé que 2 semaines plus tard. Ça veut dire que ce ministère n'est pas sérieux. J'allais dire, ce ministre, Monsieur Manguessa, c'est comme ça qu'on l'appelle, n'est pas sérieux et il a voulu en fait retourner la situation en prenant voilà, le devant pour aller prononcer les sanctions en public. On fait ci, on fait ça, on annule l'examen. Voilà. Tout ça, c'était en fait une façon, comme qui dirait, une fuite en avant. Ce Oui, ministre n'est pas sérieux du tout. mais On a une Christian, affaire sérieuse qui se produit dans son ministère, mais il n'est pas informé pendant 2 semaines. Certainement qu'il était dans les nightclubs comme d'habitude. mais Christian, le problème, il faut le regarder de façon générale. Suite à ce fait, cet événement que tu évoques, après que l'on ait découvert sur les réseaux sociaux 15 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre. Dites-moi pourquoi le Premier ministre n'a pas présidé une réunion interministérielle sur le FIGA. Dites-moi pourquoi le Premier ministre ne préside pas une réunion interministérielle sur les malversations financières au Fonds de soutien à l'agriculture. Dites-moi pourquoi le Premier ministre ne préside pas une réunion interministérielle sur l'évaporation des 14 000 milliards. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas faire 2 poids, 2 mesures. Et c'est là où l'expression, le verre est dans le feu, il nous faut le détruire. Pas seulement prendre tout son sang. Qui doit détruire ce verre? Et lorsque cette déclaration a été faite, le 23 mars 2023, quelle a été la réaction du gouvernement? On sent qu'il y a une justice à 2 vitesses et ce n'est pas bon. Ça crée un malaise dans Oui, le mais pays. lorsque vous parlez des autres cas, vous faites allusion à quoi concrètement? Je vous prends déjà le cas fort. Est-ce qu'il est normal, Christian? Est-ce que tu sais que je reviens souvent sur ça? Est-ce qu'il est normal qu'on évoque ces cas de justice alors qu'il y a Moukoko et André Okombi Salissa qui criment en justice? Et pendant ce temps, il y a les responsables des scandaleux crimes économiques qui ne sont nullement inquiétés. Je ne prends que ce cas.
Et ça, je dis que c'est une grande, grande injustice que nous vivons. Et il faut que l'on sorte de ces situations d'injustice. Oui, mais Clément Amirassa, est-ce que vous pensez que cette situation finalement est gérée beaucoup plus politiquement que sur le plan du droit? Parce qu'on se posait d'ailleurs la question de savoir, et dernièrement, je crois, les cours ont repris au niveau du 17 février 1979. La curiosité, c'est qu'on a vu des soldats, pas n'importe lesquels, de la garde présidentielle, en train d'assurer la sécurité de cette école. Comment interpréter cela? Bon, je ne suis pas surpris. D'abord, on appelle le lycée du 5 février 1979. Je crois que les Congolais savent ce que signifie la date du 5 février 1979 pour le président Denis Sassou Nguesso. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, cet établissement se trouve, je crois, dans les environs de sa résidence de Mpila. Donc, je crois qu'il y a un aspect sécurité. Maintenant, sur la question que tu poses, si on traite la question du point de vue politique ou du point de vue du droit, moi je dis clairement, Christian, il ne faut pas que nous soyons complaisants. Le Congo a des problèmes de droit. Nous avons changé la constitution soi-disant pour faire évoluer les institutions. J'ai été opposé. Mais dans la pratique, qu'est-ce qu'on dit, Christian? Dans la pratique, on constate que je crois que les gouvernants n'ont jamais autant violé la constitution dans l'impunité qu'ils ne le font maintenant. Où sont les contre-pouvoirs? Donc, nous Oui, mais avons un Clément, nous allons réel avancer, c'est problème. vrai, mais c'est quand même curieux. Moi, je veux qu'on reste un peu à ce niveau. Des soldats, des militaires en train de garder une école, des jeunes civils. Je pense qu'il y a un problème là. Il y a un gros souci là. Même quand on parle de la Mais sécurité. La Christian, sécurité de qui concrètement? De mais Denis Christian, Sassou Nguesso qui se sont visés dans cet acte ou qu'est-ce qui se passe? Et puis c'est la garde républicaine qui commence à garder cette école. Où est non, mais passée la Christian, gendarmerie? Où est passée la police? Où est passé... Mais encore que ce n'est pas normal que des policiers soient devant les portails d'une école. Ceux qui savent, qui connaissent, qui sont congolais savent, lorsqu'on parle de la garde de la présidentielle, c'est de quoi s'agit-il? non, Christian, je crois qu'il faut, au-delà de ce que j'ai dit, je crois qu'il faut tenir compte aussi de la réalité des choses. La réalité, c'est laquelle? L'une des versions qui a été donnée sur cette situation qui s'est passée au lycée du 5 février, c'est qu'on a laissé entendre par certaines voix qu'il s'agissait du drapeau des Arabes, et Arabes entendu que dans les bébés noirs, il y a les Américains, il y a les Arabes. Et tu sais, Christian, que dans nos écoles, aujourd'hui, telles que les choses apparaissent toujours à travers les réseaux sociaux, on découvre quoi? On découvre des jeunes qui ont des machettes. On découvre des jeunes qui mettent des serpents dans les bouteilles. On découvre des jeunes qui fument du chanvre. Donc, nous avons un réel problème avec la jeunesse. Il faut que nous prenions à bras le corps ce problème. Il ne doit pas être traité superficiellement. Moi, j'ose espérer que le ministre Hugo Bolomé, au-delà du thème de l'employabilité, au-delà de la recherche de l'emploi, il faut que l'on se penche sérieusement sur la situation de notre jeunesse. Il y a d'abord un problème de notre société de façon générale. Et nous autres, les acteurs de notre génération, nous devons nous poser la question de savoir quel Congo nous allons léguer aux jeunes, mais la jeunesse a des problèmes et il faut que ces problèmes soient pris à bras le corps. Voilà, une autre affaire, mais celle-là, elle est traitée avec beaucoup de complaisance. C'est l'affaire pourtant, euh, tout le monde sait que c'est même beaucoup plus grave, c'est l'affaire Sarah Ndenge. Il y a eu ouverture donc d'une enquête en flagrance par le parquet de Brazzaville contre le commandant de la GRB. Je reprécise ici, je rappelle à nos téléspectateurs que la GRB, c'est une unité spéciale de la police congolaise, mais qui ne répond qu'au général Ndenge. C'est-à-dire c'est lui qui a le contrôle total de cette unité. Chose curieuse, c'est que Ndenge lui-même, donc le patron de la police, n'est pas inquiété. C'est ce qui est curieux. À ce que je sache, c'est probable qu'il a été mis en mission par le général Ndenge. Pourquoi le parquet ne s'intéresse pas au général au donneur d'ordre? Christian, moi je pense qu'il faut que nous ayons toujours la référence au droit, c'est-à-dire à la Constitution. Et parlant de la Constitution, je parle de deux articles. Deux articles.
Le premier article auquel je fais allusion, c'est l'article 15. Que dit l'article 15? L'article 15 dit que tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine familiale, ethnique, par rapport à ses convictions, à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques, religieuses, philosophiques et autres. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, qui est plus important, c'est lorsqu'on dit que la force publique est apolitique. Elle est soumise aux lois et règlements de la République. Elle est instituée dans l'intérêt général. Nul ne doit l'utiliser à des fins personnelles. Les choses sont claires. Appliquons la loi, c'est tout. Nul n'est Oui, mais voilà pourquoi au-dessus. moi je vous pose souvent la question, Clément Mirassa, je vous pose souvent cette question. Croyez-vous à la loi au Congo-Brazzaville? Vous pensez que ça existe dans une dictature? La loi existe-t-elle? Vous pensez? C'est vous qui aimez rappeler d'ailleurs que Denis Sassou Nguesso lui-même est en situation d'incompatibilité avec la loi. Et les membres du gouvernement, pareil. Nous sommes là dans un état de non-droit. C'est une dictature. Et moi, j'ai d'ailleurs l'impression que finalement, ce que la justice est en train de faire actuellement, c'est une manière de confirmer la vraie réalité du statut du Congo actuel, c'est-à-dire une dictature où la loi n'existe pas. Elle n'existe que pour les plus forts. Mais c'est l'un des objets du combat que nous menons. Dire que le Congo est une démocratie n'est pas une nouveauté. L'indice de la démocratie au plan mondial classe le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Je suis statisticien. On a beau ne pas apprécier, mais c'est la réalité. Les statistiques sont des monstres froids. Je vous rappelle assez souvent que Laurent Gbagbo a déclaré que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande norme en droit qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Si j'applique ça au gouvernement congolais, j'avoue que pour la plupart, nous dirons qu'il n'y a pas de démocrate au Congo. Mais je continue, c'est le président Denis Sassou Nguesso qui a dit jamais, 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 je n'accepterai que la Constitution ne soit violée. Si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Mais le constat que tu fais, c'est le constat que tous les Congolais font. Nous avons une justice à deux vitesses. Explique-moi pourquoi les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers au Congo ne sont pas inquiétés. Explique-moi pourquoi assez souvent je suis intervenu pour dénoncer le fait qu'il s'agissait de la protection de ceux qui ont plongé le pays dans la crise et que le faisant, on plongeait les Congolais dans la misère, dans la pauvreté et dans la souffrance. Donc, c'est une situation qui est réelle. Mais aujourd'hui, il faut que les Congolais en prennent véritablement conscience. Il faut que les voix s'élèvent. Regarde ce qui s'est passé au Sénégal, Christian. Tu as vu comment les intellectuels ont élevé les voix. Tu as vu comment la société civile a élevé les voix. Tu as vu comment le Sénégalais lambda a élevé la voix. On peut véritablement parler de la démocratie. Mais au Congo, on a même peur. Il y en a qui ont peur parce qu'ils estiment que s'ils parlent, alors que la liberté d'expression est garantie par la Constitution, que s'ils parlent, il va leur arriver malheur. Donc, dans le cas d'espèce, les Congolais sont en train de suivre. Vous savez, dans les chefs d'accusation qui sont mis sur la tête du mari de Sarah Dengue, eh bien, j'ai lu dans les réseaux sociaux qu'il y a la détention illégale des armes de guerre. Vous savez que c'est pour ce chef d'accusation que André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Moukoko ont été condamnés pratiquement à 20 ans, etc. Donc, nous attendons. Nous avons également suivi qu'il y a un autre chef d'accusation, c'est des menaces de mort proférées à des hommes de la justice, à des huissiers, à des magistrats, Outrage etc. à un magistrat Je pense que ce sont des situations extrêmement graves, mais pour lesquelles les Congolais observent, parce que les Congolais estiment que la justice doit être rendue et que l'article 15 doit être respecté en se disant que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il faut punir ceux qui ont commis et ceux qui sont innocents, évidemment, il faut les libérer. Il ne faut pas oublier que ça Oui, se passe dans évidemment, un... mais nous sommes là, comme on avait dit tout à l'heure, finalement, la justice congolaise est une justice sélective parce que vous avez même rappelé le cas, la situation de Sarah Andengue, cette lieutenant de la police, c'est ce qu'on apprend d'ailleurs,
qu'elle est lieutenant à la police. Donc, c'est un policier, une policière, qui est allée s'attaquer à la justice, c'est-à-dire le grand symbole d'ailleurs. La justice, c'est un pouvoir. C'est inadmissible. Je suis très impoli. C'est pas comme ça que je suis pas venu à l'école. Moi, je suis pas votre enfant. Madame, tu penses que le nom peut manquer le colonel? C'est notre chef. Maître Masnik là. Madame, le colonel a entendu. De toute façon, il va arriver là. Comme il doit me sortir de force, il me sort de force. Sortez-moi de force. Madame, Ils sont venus me sortir. Ils me mettent même des menottes. Oui, Agitas. Attends, tiens ton automne. Madame, je vous en prie. Il y a votre chef qui veut parler avec nous. Elle est s'attaquer donc à cette justice. Et je posais la question au début de cette émission. C'est bien, il faut sanctionner. Les enfants ont posé un acte d'incivisme. Oui, ils ont été sanctionnés, ils sont en prison. Comment expliquer que celle-là, une policière en plus, qui est allée s'attaquer à la justice, qui est un pouvoir, un grand symbole de la République, se retrouve encore dans la rue. Bon, certainement, elle a été interpellée, mais après, on l'a libérée. J'avoue personnellement que la décision de la justice m'a surpris. Ça m'a surpris, pourquoi? Parce que nous venons de vivre le cas de Guy-Marie Sokana, le vice-maire de la ville de Brazzaville, qui avait été présenté au juge et qui, semble-t-il, avait été libéré. Et après, on a appris, on a même eu des informations comme quoi il était à Paris, il était en Afrique du Sud, etc. Donc, moi, je pensais, je sais que le juge apprécie selon les éléments là, mais moi, je pensais que pour le cas d'espèce, il fallait maintenir les deux personnes au niveau de la maison d'arrêt, jusqu'à ce que le procès se tienne. Les chefs d'accusation sont connus et on verra au procès qu'est-ce qu'on ira et la conclusion. Mais moi, le fait qui a attiré l'attention, je tiens à dénoncer de la manière la plus forte, c'est que sur les réseaux sociaux, j'ai lu que le capitaine Omwanga est un cousin de Sarah Ndenge. Donc, je peux, au-delà de ce que l'on dit sur les népotismes, qu'on est au niveau de la police comme la formation d'experts, avec le directeur général. J'ai appris également que Sarah Ndenge elle-même, elle est de la police. J'ai appris que le capitaine Omwanga, c'est un neveu du général Ndenge. Non, il ne faut pas qu'on fasse comme ça au Congo. Ce n'est pas parce qu'on occupe une position. Déjà, les jeunes se plaignent de ce que l'INSA, ça apparaît comme une caste. L'école générale Leclerc, ça apparaît comme une caste. Et la magistrature, ça apparaît... Non, il faut qu'on dise ça et qu'on garantisse l'égalité des chances à tout le monde et qu'il n'est pas normal qu'on continue dans nos institutions à gérer la République en se basant sur le népotisme. Voilà l'aspect sur lequel je voulais attirer. Oui, Clément Mirassa, il y a un autre aspect dans toujours ce que nous sommes en train de nous dire ici. Dans l'affaire, je reviens sur l'affaire des mineurs du lycée 5 février 1979, et d'ailleurs l'affaire de Sarah Ndenge également. Nous sommes là dans un cas de figure où les événements ont été, en fait, qui ont alerté l'opinion congolaise, oui, l'opinion nationale, c'est ça. C'est après la diffusion virale de ces vidéos, que ce soit pour les mineurs du 5 février, de Sarah Ndenge, mais il y a bien d'autres vidéos qui sont devenues aussi virales, qui incriminent, par exemple, le ministre de l'Intérieur, M. Zéphira Mboulou, qui attribue des passeports congolais aux étrangères en échange, voilà le terme qu'il faut utiliser, c'est peut-être, voilà, une partie de plaisir. Ministre Abino Salanga est l'autre côté. Monsieur Mboulou, j'attends la plainte. J'attends la plainte. L'histoire là, est bandit de l'autre makambo Monsieur Mboulou. Bana batro, même si la bana batro, ma relation, ma réputation, makambo Monsieur Mboulou bandit de l'eau. Toi dénoncer ma misala, ma bébé ministre on a binoté. Bazo baby saka ba via bana ba quinoa. Toi dénoncer ma misala, ma bébé Mboulou té. Bonanini. Le ministre Mboulou, c'est moi qui a clashé votre nom sur les réseaux. Ce n'est ni Anthony fi capable. Il faut envoyer ça chez moi. Comme ça, on a mené bima on a vidéo na poto. Parce que on tourne na preuve ni na ela ki na poto. Parce que na yeba te. Na yebi preuve o ela ki poto. Na yebi na la preuve o ela ki poto. Na passeport ba Brazzaville.
en tant que Congolaise et créer des problèmes. Mais curieusement, il y a un silence total. Et du côté du gouvernement, de la justice, je dis aussi de l'Assemblée, personne n'interpelle M. Mboulou. Le passeport congolais est un symbole de la République. On ne peut pas l'octroyer à des jeunes filles qu'on importe de quelque part pour une séance de plaisir, on leur donne des passeports. Pendant que les Congolais eux-mêmes, des jeunes Congolais, des étudiants, n'arrivent pas à obtenir ces passeports. Christian, tu touches là la réalité des choses. Mais va un peu plus loin. Va un peu plus loin. Lorsque le général Jean-Marie Michel Moukoko fait sa déclaration de candidature à la présidence de 2016, je crois que c'était le 16 février 2016. Le soir, il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux selon laquelle il était au sein d'un complot visant les institutions de la République, etc. Quelques jours après, il a été interpellé. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a tellement ce genre de vidéos qui évoquent celles qui sont relatives au passeport. Mais ça ne doit pas être fait de façon sélective. Le procureur de la République s'est saisi de la vidéo des jeunes. Pourquoi il ne se saisit pas des autres vidéos? Il faut se saisir des autres vidéos. Et c'est là la grande question, en fait. Ben, il apparaît clairement qu'il y a une injustice. Il y a une injustice. Il y a, comme certains le disent, il y a comme des Congolais et des sous-Congolais. Il y a des Congolais qui peuvent violer la loi, peuvent faire ce qu'ils font, ça ne leur pose pratiquement aucun problème. Mais il y a d'autres Congolais, à la moindre occasion, ben, les problèmes leur tombent sur la tête. Donc, je pense que ce que vous dites, quel que soit le rang des Congolais, lorsqu'il y a des problèmes qui nécessitent que justice soit faite, la justice doit être faite. Que vous soyez ministre, premier ministre ou autre, il n'y a pas de problème, il faut que ça soit réglé. D'ailleurs, vous voyez que dans le cas du Sénégal, on a rappelé au président Macky Sall qu'il était un Sénégalais comme tout autre et qu'il avait la responsabilité de respecter les lois et les règlements de la République. Ça doit être le cas au Congo. Et le premier citoyen qui doit respecter les lois et règlements de la République, il s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui de surcroît a prêté le serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Et respecter et faire respecter la Constitution, c'est faire respecter et faire appliquer les lois et règlements de la République. Donc, en ce qui me concerne, ma position là-dessus, elle est très claire. La position est très claire là-dessus. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre émission et au vu de tout ce qui vient d'être dit, hein, quelle conclusion tirer politiquement parlant, parce que finalement, comme je l'ai rappelé, hein, nous avons à la tête du Congo finalement des gouvernants qui ne respectent jamais, je dis bien jamais, jamais, parce que finalement, c'est depuis pratiquement l'assassinat du président Barre Wabi, 1977. En 79, on a vu comment Denis Sassou Nguesso a fait des acrobaties pour, voilà, c'est un coup d'État, il est là, il a changé la Constitution, et depuis là, il ne fait que changer, mais même les constitutions qu'il change lui-même, il ne les respecte plus. Que peut-on retenir à la fin de cette émission, finalement, dans un pays comme le Congo? Christian, le constat est clair. Le Congo va mal, très mal. Et dans l'aspect où le Congo va mal, il y a cet aspect de l'injustice au Congo, de cette justice qui fonctionne à deux vitesses, faisant apparaître comme des Congolais et des sous-Congolais. Aux gouvernants, je dois d'abord leur dire, ils ont changé la Constitution en 2015, non pas pour faire évoluer les institutions, mais pour maintenir le président Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Et aujourd'hui, c'est démontré à travers tous les débats qu'il y a dans le monde entier que c'est un coup d'État constitutionnel. Il faut que nous revenions à l'ordre constitutionnel. Maintenant, s'agissant de la justice, on ne peut pas avoir une justice à deux vitesses. Nous sommes tous égaux devant la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi, même pas le président de la République. Et au Congo, il faut que les magistrats, la justice, prennent conscience que c'est un pouvoir indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, qu'ils fassent leur travail et la population soutiendra cette justice. En tout cas, les Congolais vivent très mal aujourd'hui le fait que la justice soit à deux vitesses
et tous les événements que nous vivons maintenant, il faut que ça s'arrête et qu'on mette le pays sur les rails. C'est l'un des aspects de la réinstauration de la démocratie dans notre pays. Bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Clément Mirassa d'avoir encore été avec nous sur le plateau de Droit de Savoir. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président du PSDC, un parti de l'opposition au Congo-Brazzaville, ancien ministre congolais du développement industriel, ancien ministre du commerce. En tout cas, merci pour tout. Mesdames, Messieurs, c'est la fin, vous l'avez compris, de cette émission. Merci de nous avoir donc accompagnés, de nous avoir encore fait confiance. Mais surtout, n'oubliez pas de liker en cliquant sur le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo après avoir partagé massivement cette émission. Vous savez pourquoi? Pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission, cela nous fera plaisir. Merci et à très bientôt.